On a vu dans la première partie les défis à relever à l'étape de la rupture. Reconnaître qu'on doit laisser partir le passé, accepter la perte qui est inévitable et qui va accompagner cette réalité-là. Malheureusement, il y en a qui vont rester bloqués à cette phase et refuser de faire les deuils nécessaires pour avancer. La deuxième phase de transition psychologique, c'est une zone neutre, des limbes en quelque sorte. C'est une période qui est floue, qui est embrouillée, qui demande beaucoup d'énergie. On peut avoir accepté de faire ces deuils, mais les nouvelles choses qui vont remplacer celles qui sont terminées, on ne les connaît pas ou encore, elles ne m'inspirent pas confiance. L'individu est un peu ici, comme disait Catherine, comme un trapéziste suspendu dans les airs qui vient de lâcher son trapèze puis qui attend d'en saisir un autre. Et c'est ce que vont exprimer chacun dans leurs termes Catherine, Louise et Julien, qui vont parler à tour de rôle de flottement, d'être dans la brume, de plus avoir de repères, d'être comme en parenthèse pendant un moment. Je pense que vous pouvez aisément imaginer les émotions typiques de cette phase. C'est la confusion, c'est l'insécurité, l'anxiété, la baisse de motivation, bien sûr, le manque de confiance en soi, surtout. Pour se sortir de l'inconfort de cette période, il y en a qui vont plonger, tête baissée par en avant. Ils vont essayer toutes sortes de choses. D'autres vont plutôt essayer des vieilles solutions pour des problèmes qui en nécessiteraient des nouvelles. Un peu comme le parent qui essaye des moyens qui fonctionnaient quand son enfant était petit, maintenant c'est un ado. Mais aussi inconfortable qu'elle puisse être, cette ambiguïté-là est essentielle, puisque c'est dans ce flou que se retrouve la créativité et l'énergie de la transition, qui vont permettre la transformation. C'est là que vont se faire les percées les plus intéressantes. C'est là qu'on s'arrête, qu'on réfléchit et qu'on prend des décisions. Écoutons-les. Je vivais seule. Je venais de perdre ma mère dans d'atroces souffrances. Mon cœur était déjà en mille miettes. Puis au retour de mon congé de deuil, on m'annonçait que le travail qui me tenait tant à cœur, le travail dans lequel je m'étais tellement investie, mon travail de chef d'équipe était tout simplement confié à un autre à cause de la fusion des deux ministères. J'avais bâti cette équipe. J'avais déjà plusieurs réalisations à mon actif. J'avais plus de 20 ans d'expérience, mais ça comptait pas dans la balance. L'estime de soi en prend un coup. En tout cas, surtout quand sa vie est conditionnée par le travail. En plus, j'avais pas beaucoup de temps pour réagir. La nomination de l'autre à mon poste prenait effet dans une semaine. J'étais dans le flottement. On m'offrait rien de spécial. Je savais plus où était ma place. Je me disais sans arrêt que je devais pas le prendre personnel, mais j'avais pas les idées claires. Je devais passer mes dossiers à l'autre personne, lui expliquer où on en était dans les projets. Les fêtes dans la brume. Je me sentais trahie. J'arrivais pas à en parler à mes amis, à mes collègues. J'étais paralysée. Je dormais plus. J'arrivais plus à penser à autre chose. Puis, de fil en aiguille, j'ai pris conscience du déséquilibre dans ma vie. Trop de travail, pas assez de vie personnelle. Ça m'a frappée. Je pensais pouvoir me remettre du deuil de ma mère en m'étourdissant dans le travail, mais là, je frappais un mur. Pendant des jours, j'avais contenu mon trop-plein. J'avais vécu sur le radar. Mais un matin, c'était clair. Je devais parler à quelqu'un avant d'exploser. Je devais réagir pour ne pas y laisser ma peau. J'ai décidé de prendre un congé à traitement différé pour vivre mes deuils et surtout pour comprendre comment trouver l'équilibre dans ma vie. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de me retrouver un peu. J'avais besoin d'aide aussi. J'ai consulté une psychologue, puis peu à peu, j'ai lâché prise. Deux mots, mes deux mots qui ont soudainement pris tout leur sens. Trop de travail, pas assez de vie personnelle, un constat que plusieurs d'entre nous pourraient faire, non? J'avais vécu des choses très difficiles et de nombreux deuils en si peu de temps. Le décès de ma grande sœur, la deuxième de mes sœurs emportée par un cancer, une relation amoureuse drainante, la maladie, le départ de mon patron avec qui j'avais une très belle complicité. Puis, après mon congé de maladie, un retour au travail déstabilisant,
puisqu'on m'offrait un emploi avec moins de responsabilités qui ne faisait pas du tout appel à mes compétences. Mais pendant les 6 mois de mon congé de maladie, j'ai passé différents examens médicaux. J'avais tellement de symptômes, tellement de malaise, je touchais le fond. Et à la lumière des résultats, on m'a fait comprendre que j'avais fait du transfert. À mon insu, j'avais pris les symptômes de mes 2 sœurs décédées du cancer. On m'a fait comprendre aussi que le stress avait causé tous mes malaises physiques. Bien sûr, mes symptômes physiques étaient réels, mais je n'avais ni cancer, ni une autre maladie grave. Ça m'a rassurée, c'est certain. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Tranquillement, j'ai compris que j'aurais du ménage à faire dans ma vie. J'ai compris aussi que j'aurais à apprendre à traverser mes deuils. J'ai parlé avec ma meilleure amie, ça m'a permis d'y voir plus clair. Et j'ai décidé de consulter un psychologue. Mon médecin m'avait dit « Va prendre l'air, marche », de me gronder, comme on dit des fois, pour me permettre de récupérer un peu plus. Je l'ai fait. J'ai marché, mais marché à tous les jours. Ça m'a permis de prendre du recul. J'allais beaucoup mieux. Je remontais. Lorsque je suis retournée au travail et qu'on m'a confié un travail de niveau moins élevé, ça aurait pu me précipiter au fond du puits. Non. Mon réflexe a été de discuter avec mon nouveau gestionnaire pour trouver une solution et d'en parler avec mes amis pour connaître leur avis. Je savais maintenant que de prendre du recul et que d'échanger sur ce qui nous tracasse nous permet d'avancer. Enfin, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante ni pour mon gestionnaire ni pour moi-même. Alors, il y avait un concours d'affichés. J'ai décidé de m'y inscrire. Là, j'en étais sûre. Je retrouvais des forces. C'est drôle comment parfois notre corps prend le relais, qui nous envoie plein de messages qu'on ne comprend pas ou qu'on aime mieux pas comprendre peut-être. C'est peut-être le temps à ce moment-là d'en parler avec quelqu'un. Je vis le bug de l'an 2000, mon propre bug, quoi. Je suis gestionnaire et une grande partie de mes employés sont occasionnels. C'est l'année des concours réservés, un moment de grande tension, d'intense fébrilité. J'essaie de mobiliser mon personnel, mais cela est mal perçu par les employés et la situation dégénère. Je suis remis en question. Mon patron me demande ce que je veux faire dans la vie. Je me suis donc retiré pour réfléchir à tout ça. Je me suis demandé si j'étais fait pour être gestionnaire. Je me suis posé des tas de questions. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que ça aurait changé les choses? J'ai essayé de ne pas garder pour moi toutes ces émotions paralysantes. J'ai consulté le programme d'aide aux employés et j'ai vu un psychologue. Et puis, tout est devenu clair. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas changer les choses. Je n'avais pas de prise sur ça. Je devais me poser une seule question, la vraie. Qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? C'était évident. Je voulais être gestionnaire. J'ai vécu une expérience très dure, une expérience qu'on préférait ne jamais connaître. J'ai vécu la trahison, mais la vie est faite ainsi. Lorsque j'ai fait part de ma réflexion à mon patron, lorsque je lui ai dit que je voulais être gestionnaire, il m'a posé une autre question. Veux-tu retourner au même endroit? J'ai dit non. Je voulais pas vivre une lutte de personnalité, une guerre de pouvoir. J'avais rien à prouver en faisant cela. Rien à retirer de tout ça. Beaucoup de réflexions, donc, pendant cette seconde phase de la transition qui conduit habituellement à prendre des décisions importantes. Décider d'investir plus dans son équilibre pour Catherine, décider de faire du ménage dans sa vie pour Louise, décider ce qu'il veut vraiment faire comme travail pour Julien. Décider ce qu'on veut. Probablement un des éléments les plus puissants pour traverser activement une période de changement important. Et c'est ce qu'ils ont fait, seuls ou avec l'aide d'amis ou de professionnels. C'est pas toujours simple, parce qu'habituellement, on sait beaucoup plus ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Mais en même temps, c'est un outil majeur pour se faciliter la tâche. Je l'ai souvent vérifié en consultation. Quand une personne arrive, elle nous parle d'abord de sa souffrance, de ce qu'elle ne veut plus vivre. C'est important d'écouter cela, sans juger. Mais à partir du moment où la personne décide ce qu'elle veut vraiment, les progrès sont considérables. Pourquoi?
parce qu'elle peut maintenant se concentrer sur un objectif qui la mobilise, sur un résultat qu'elle désire, sur une direction vers laquelle elle veut aller, pas uniquement sur ses problèmes, sur l'endroit où elle est, où elle ne veut plus être. Quand vous allez voir un agent de voyage, vous avez beaucoup plus de chances qu'il vous aide si vous lui donnez la destination plutôt que de lui dire où vous ne voulez pas aller. Et notre cerveau fonctionne un petit peu de la même façon. Si on lui donne une direction précise, il y a beaucoup plus de chances de nous y amener, un peu comme un pilote de conduire son navire à bon port s'il connaît précisément son cap. C'est vrai pour nos objectifs personnels, puis c'est vrai pour nos objectifs professionnels aussi. Faites un petit inventaire de ce qui vous est arrivé d'important dans les 10 ou 15 dernières années. Et vous allez constater qu'à l'origine, il y a eu de votre part une décision. Tout commence par une décision que vous avez prise à un moment ou à un autre. Et c'est justement le fait d'exercer ou non ce pouvoir de décider qui va donner aux individus le sentiment d'être au contrôle de leur destin ou au contraire d'en être les victimes. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Voici une façon qui m'a beaucoup aidé. Demandez-vous, c'est quoi les domaines importants à développer dans ma vie pour que je me sente heureux, pour que je me sente bien? Votre santé physique, sans doute, votre santé émotionnelle, probablement aussi, la gestion du stress, votre couple peut-être, votre famille, vos amis, une passion, le travail. Habituellement, on en a 5 ou 6. Et après les avoir identifiés, posez-vous maintenant la question, qu'est-ce que je veux qui m'arrive dans chacun de ces domaines-là pour me sentir heureux, équilibré? Laissez aller le rêve. Décider ce qu'on veut, ça commence comme ça. Un autre moyen de sortir de son sentiment d'impuissance, c'est d'agir avec les moyens qu'on a, sans attendre la situation idéale. Une fois que vous savez ce que vous voulez un peu plus, que vos choix respectent vos valeurs, que ce sont des objectifs qui sont sous votre contrôle, accessibles, passez à l'action. On dit qu'une vraie décision, contrairement à un souhait, s'accompagne toujours d'action. C'est dans l'action qu'on change les choses. Catherine, Louise et Julien ont décidé d'agir en puisant leur motivation dans leur malaise, dans leur souffrance. C'est de cette façon-là qu'ils ont progressé à travers cette deuxième phase de la transition. Pas des actions au hasard, mais des actions qui les rapprochaient de ce qu'ils voulaient vraiment, de la destination où ils voulaient aller. Catherine a décidé de prendre un congé à traitement différé, de rencontrer un professionnel, de se remettre en forme, de recommencer à peindre, de voir davantage ses amis. Louise a décidé de consulter, de marcher pour prendre l'air, se grounder, comme elle dit, de mettre un terme aussi à une relation affective qui lui faisait du mal, de discuter avec son nouveau gestionnaire et même de passer un concours pour un nouveau poste. Julien a décidé de prendre du recul, de consulter, d'aller au programme d'aide aux employés, de poser les gestes qui lui permettraient de continuer à faire ce qu'il veut vraiment, être gestionnaire. Quand on décide ce qu'on veut, même le plus petit geste fait en direction de notre objectif va nous faire avancer et surtout va nous redonner progressivement le sentiment d'être au contrôle. Faire un appel téléphonique, prendre un rendez-vous, lire un livre, s'inscrire à un cours peut-être, toutes des petites actions faites dans la direction de nos buts qui vont commencer à créer une chaîne d'habitudes qui va vous assurer le succès à long terme. Servez-vous donc de votre malaise, de votre inconfort, comme d'un levier qui va vous motiver à agir. Imaginez le prix à payer si vous ne bougez pas, à court terme, à moyen terme. Qu'est-ce que ça vous coûte déjà émotionnellement de laisser les choses telles quelles? Physiquement, financièrement peut-être. Quelles conséquences négatives est-ce que ça risque d'avoir sur votre couple, sur vos enfants, sur vos amis, sur votre estime de vous-même à la limite? La souffrance est un bon moteur de l'action. Puis, pour donner encore un peu plus de puissance à votre levier, suscitez l'espoir. Demandez-vous comment vous allez vous sentir si vous agissez. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Et n'oubliez pas de vous récompenser aussi à chaque fois que vous réussissez à bouger. Puis, si ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, plutôt que de vous taper sur la tête ou de blâmer les autres, essayez autre chose.